Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à notre antenne. Regard croisé, c'est le moment. Ce soir, nous allons encore parler de coronavirus qui fait parler de lui à travers le monde. Le sujet coronavirus, l'Europe a dépassé l'Asie en nombre de décès. Et pour mieux creuser le sujet, deux experts en la matière sur ce plateau. Firmin Teko Agbo, lui, il est journaliste chroniqueur politique. Firmin, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu, merci de m'avoir invité. Sur le même plateau, Horus Donkovi, il est activiste panafricain. Horus, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir Firmin, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Alors, les gars, quand on parle coronavirus, qu'est-ce qui vous vient en tête, Firmin Teko Agbo? Ce qui me vient en tête, c'est cette phrase-là qu'avait prononcée Emmanuel Macron, le président français, cette semaine, dit la France est en guerre. Et il a répété ça plus de 6 fois. C'est une guerre sanitaire. Quand on parle de guerre, ça veut dire il y a des morts, il y a des blessés. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis déjà des mois. Ça a commencé avec la Chine et ça a atteint l'Europe. Et maintenant, l'Afrique aussi est en train d'être touchée sauvagement. Donc, il y a des morts. C'est ça, le nombre de morts croît pratiquement toutes les minutes, toutes les secondes. Et quand on parle de guerre, il y a des blessés, c'est-à-dire il y a des gens qui sont confinés dans des hôpitaux et qui arrivent quand même des jours après des soins intensifs, qui arrivent à s'en sortir. C'est là où on peut dire, où on peut pousser quelquefois un ouf de soulagement. Mais ce qui est inquiétant, c'est que on ne sait quand ça va finir parce que au jour le jour, la maladie se propage, des gens meurent régulièrement et on prie Dieu que ça prenne fin d'ici quelques semaines parce que pour le moment, on n'arrive pas à circonscrire la maladie, pour le moment, on n'arrive pas à contenir la maladie ou à confiner des gens. C'est ça même le problème fondamental. Horus Donkovi. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'on est face à un problème de santé majeur qui donne peut-être l'opportunité à l'Afrique de redéfinir un certain nombre d'axes quant à son développement, quant à sa perception des choses et quant à sa place, la place qu'elle occupe dans les événements. Je m'explique. Alors, on a une maladie, le coronavirus, qui a... d'après un certain nombre d'experts, des symptômes qui s'apparenteraient à ceux de la grippe, dont on n'a aucun remède, qui peut être potentiellement mortel, et dont on, comment dirais-je, qui fait un peu paniquer tout le monde, qui fait paniquer la bourse, qui fait paniquer les politiques de plusieurs pays. On a un phénomène de santé publique mondiale qui fait qu'à un moment, un certain nombre d'experts d'autres pays ont le regard tourné vers l'Afrique et se disent oui, le prochain grand drame se passera en Afrique. Mais ce n'est pas, à mon sens, forcément vrai. Pourquoi je dis ce n'est pas forcément vrai à mon sens? Ce n'est pas forcément vrai parce que on a la possibilité en Afrique de s'organiser pour prévenir cela, mais à condition qu'on ait, comment dirais-je, un regard axé sur nous-mêmes, un regard axé sur un certain nombre de nos richesses. Par exemple, je vais donner un certain nombre de choses que l'on pourrait faire. C'est que si je prends par exemple le cas de la prévention, quand on parle par exemple du lavage des mains, nous avons nos bonnes dames qui savent fabriquer du savon, qui savent fabriquer du javel. Donc il est possible d'avoir au sein de nos maisons des seaux d'eau javelisés avec du savon et tout cela, sans pour autant que cela soit des produits d'export, sans pour autant que l'on passe par un gel qu'il faille exporter. Quand par exemple on parle d'une maladie dont on n'a pas le remède et dont, comment dirais-je, le traitement se passe par une approche systémique, donc par un renforcement du système immunitaire, par un traitement symptôme par symptôme. On a en Afrique
tout un ensemble d'aliments, donc d'aliments qui contribuent à notre santé, qui nous renforcent, qui peuvent intervenir de là, dans ça. Je vais donner un exemple banal. Avant que cela ne soit mis à la mode par, on va dire en griffe, des groupes internationaux, mais le moringa était quelque chose que l'on mange. Qu'on consommait depuis des années. La spiruline se consomme et le moringa et la spiruline interviennent dans le renforcement immunitaire des personnes auto-immunes. Donc, il y a des richesses que nous avons potentiellement. On va forcément y revenir là-dessus parce qu'on va parler bien sûr de ce coronavirus en Afrique dans peu de temps. Mais l'Europe a dépassé ce mercredi l'Asie en nombre de décès dû bien sûr au coronavirus selon un comptage réalisé à partir des données officielles. L'Europe recensait au moins 3421 morts, soit plus qu'en Asie qui est à 3384 où la Chine est le berceau de la pandémie. Femi Tekwagbo, comment l'on peut comprendre ça? Non, le problème, c'est que j'ai l'impression que la dirigeants... C'est de la négligence ou comment en Europe? Oui, il y a eu peut-être une petite négligence dont les dirigeants ont fait preuve au début de cette crise sanitaire. Quand on parlait de la Chine et la manière dont la maladie tuait, dont les Européens n'ont pas vite pris la mesure de la situation pour anticiper sur un certain nombre de choses. Pour les Européens, peut-être, ça allait rester en Asie et y être circonscrit, ce qui n'a pas été le cas. Or, maintenant, on voit qu'en réalité, le monde est devenu véritablement un village planétaire. Regardez, il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de déplacements de la Chine vers l'Europe, de l'Europe vers la Chine. Il y a beaucoup de déplacements de la Chine vers les États-Unis et de l'Europe vers les États-Unis. Donc, du moment où on n'a pas vu venir le danger, on n'a pas su anticiper sur un certain nombre de choses, les gens qui quittent la Chine, qui viennent en Europe, en France, en Italie, donc on les a laissés comme ça sans aucune précaution prise préalablement. C'est ce qui a fait que, ça a attaqué directement la Chine, l'Italie, et après, aujourd'hui, le nombre de morts au niveau de l'Italie, c'est déjà plus de 2000 personnes tuées. Et des mesures qui sont en train d'être prises. Et moi, je lisais même quelque chose aujourd'hui sur les médias sociaux où on parlait de chiffres officiels et chiffres réels. Et chiffres réels en réalité. En réalité, les chiffres officiels, c'est ce qu'on nous montre que les dirigeants communiquent sur les médias. Mais les chiffres réels, peut-être en réalité, dépasseraient ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui quand on parle de chiffres officiels. Ça veut dire que les gens meurent plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on a négligé. Regardez, même les Américains sont en train de reprocher un certain nombre de choses à Donald Trump aujourd'hui, parce que Donald Trump au départ c'est comme il s'amusait un peu, il ne savait pas que la chose allait prendre de l'ampleur comme ça. Maintenant, on a négligé et regardez, le monde est en train de souffrir. Maintenant, sur le plan sanitaire, le monde souffre et sur le plan économique, sur le plan social. Regardez, selon l'OIT, le monde perdra 25 millions d'emplois comme ça avec cette situation. Et Christine Lagarde parlait aujourd'hui de récession économique dans les jours à venir qui s'élèvera à 5%. C'est beaucoup, surtout dans la zone euro. C'est beaucoup. Il y aura des gens qui vont perdre l'emploi, des gens qui vont perdre, les compagnies qui vont perdre de l'argent, des milliards. Regardez, par exemple, quand on interdit les voyages de l'Europe vers les États-Unis, c'est des milliards, c'est chiffré en termes de milliards. Comment ça va se faire? Les entreprises vont faire fermer. Mais ce qui va être peut-être intéressant, c'est que les dirigeants aujourd'hui se réveillent, comme les Français ont commencé par le faire, les dirigeants au Togo, bien sûr, on est en train de comprendre un certain nombre de choses. C'est comme que les dirigeants se réveillent et anticipent maintenant. Maintenant, il faut penser aux entreprises, il faut penser à l'homme. Et il faut mettre l'homme au centre de toutes les décisions publiques. Parce que dans des pays où on demande aux gens de rester chez eux, les gens vont manger quoi? Les entreprises vont peut-être fermer. Donc, il faut penser à doper les entreprises de ressources financières, soutenir les entreprises pour que ces entreprises ne quittent pas ou ne ferment pas leurs portes, pour qu'on parle encore de chômage et qu'on parle aussi de délocalisation. Parce que dans les pays où les entreprises ne se sentent pas à l'aise ou perdent en termes de chiffre d'affaires, ces entreprises vont être obligés de quitter ces pays et se délocaliser et aller chercher un mieux-être. Il y a eu une certaine négligence, mais on est en train de se réveiller petit à petit. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à contrôler les déplacements. C'est ça qui est. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à confiner les gens. Par exemple, les Français ont fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, il est interdit de sortir. Ça veut dire, vous sortez
Et vous regardez, vous sortez, vous devez avoir une attestation. Vous n'avez pas d'attestation, alors on vous prend, la police vous prend et vous payez une amende. Par exemple, entre le Canada et les États-Unis, la frontière fonctionne normalement, mais c'est-à-dire les déplacements doivent être des déplacements essentiels. Utiles surtout. Utile, ça veut dire les camions qui quittent le Canada pour les États-Unis avec des marchandises, oui, c'est toléré. Mais toi-même, tu vas plutôt lever de ton propre gré et dire je quitte les États-Unis. Je vais aller me balader un peu, tout ça. Non, ça, c'est tellement contrôlé. Peut-être avec ça, on peut trouver une issue. Horus Donkovi, comment on peut comprendre un peu cette situation qui prévaut bien sûr en Europe, quand on sait qu'en Chine, ils ont passé 2 mois pratiquement avant d'enregistrer les 3000 et quelques morts, mais en espace de 2 semaines, bon, après l'Europe... En termes de proportion, la Chine fait quand même plus d'1,5 milliard d'habitants, en termes de proportion. L'Europe, ils sont, je pense, à 500 ou quelque chose. Je pense que, en tout cas, selon mon analyse, l'Europe est victime de sa cupidité. Je pense que quand le problème s'est posé, je pense que le questionnement était plutôt de savoir comment on allait sauver la bourse, les industries, le financier. C'est la vision que j'en ai. Parce que je trouvais d'ailleurs déjà, et je l'avais dit sur ce plateau, une certaine incohérence. Quand par exemple on voit Trump qui réduit les contacts avec l'espace Schengen, tout en gardant l'axe privilégié avec la Grande-Bretagne, qui, elle, ne confine pas, ne met pas en quarantaine, et qui pourtant a déjà des cas de coronavirus dans son pays. Donc il y a quelque chose d'assez vicieux. Après, ce sur quoi on ne communique pas, c'est que on laisse croire à tout un ensemble de la population mondiale qui a une seule stratégie adoptée face au coronavirus. La stratégie italienne et française n'est pas la même que celle de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas. Et des Pays-Bas. Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont pris sur eux, si vous voulez, le pari, je vais dire de façon grossière, ont pris sur eux le pari de faire en sorte que la population soit, avec un certain nombre de précautions, soumises à ce virus pour, je vais dire de manière banale, développer un certain nombre d'anticorps, un certain nombre de résistances au sein de la population. Parce que la question qui se pose, c'est qu'après le confinement et la quarantaine, rien ne dit que le virus, disons, sera parti. Et rien ne dit qu'une fois parti, il ne reviendra pas. Donc il faudra encore refaire un confinement et une quarantaine. Conséquence, en termes d'optique économique, financière et tout ça, c'est compliqué. Donc je pense que le problème au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, c'est qu'on a fait longtemps un jeu de communication qui tentait à préserver tout l'attirail boursier et financier. Et maintenant, ça se retourne un peu contre ces gens-là parce que, comme je vais emprunter la phrase de Firmin, on n'a pas placé l'humain au centre. Gardez le fil. Une pause s'impose quelques secondes, on revient juste derrière.